je vais essayer d'être bref pour conclure sur ces riches échanges, parce que les collègues de l'AFD font ça toujours très bien et ils ont prévu une petite collation en sortant. Donc comme je ne vais pas vous retenir très longtemps pour conclure. D'abord remercier tous les participants, remercier en particulier le ministre Seck pour son intervention, le Premier ministre Mayaki également, Madame Guillou, tous les collègues de l'AFD, du CIRAD et tous les intervenants qui ont participé à ces débats et nous ont aidés à y voir plus clair. Les défis sont immenses, on a pu le voir tout au long de cet après-midi. Le sujet de cette conférence, c'était aussi le sujet des partenariats. Vous, comme moi, vous lisez beaucoup l'actualité en ce moment, avec parfois probablement un petit peu d'effroi et d'angoisse. Je pense que plus que jamais, il faut qu'on réaffirme l'importance de ces partenariats entre les systèmes agricoles et agroalimentaires au nord comme au sud. Nos destins sont liés, nos intérêts sont liés, et la réponse qu'on apportera aux besoins de nos partenaires au sud sont forcément un besoin pour nous aussi au nord. Et donc je pense que cette démarche partenariale et cette thématique qui a nourri les échanges d'aujourd'hui est importante, et je veux réaffirmer vraiment l'importance et le caractère essentiel de rester, quoi qu'il arrive, dans une démarche partenariale tous ensemble. Les défis sont immenses pour transformer nos systèmes alimentaires, nourrir une planète et une population croissante sans mettre en péril notre planète, et évidemment en veillant à la souveraineté alimentaire. On en a parlé, la question de la souveraineté alimentaire ne remettant absolument pas en cause ce que je viens de dire sur la démarche partenariale et la nécessité de créer du lien et d'assumer un certain niveau d'interdépendance entre tous. Moi j'ai eu la chance de m'occuper de ce qu'on appelle chez nous les solutions de développement durable. Donc notre sujet, c'est toujours d'essayer de voir comment ça fonctionne et comment on peut essayer ensemble de relever ces défis essentiels. On a dit nourrir la population, créer de l'emploi décent, réduire la pauvreté rurale. Et on sait que les investissements agricoles sont beaucoup plus, 2 à 3 fois plus efficaces pour réduire cette pauvreté que les investissements dans d'autres secteurs. Je retiendrai trois solutions, 3 sujets principaux. Et les derniers intervenants l'ont rappelé. Le premier, c'est probablement le sujet essentiel de la définition des politiques publiques. Un sujet essentiel, même le privé en convient, on vient de l'entendre. Donc fixer un cap, une politique, fixer un long terme désirable, porter une vision, et puis ce que j'entends, ce qu'on partage ensemble, qui est essentiel aussi pour nous à l'Agence française de développement, c'est la co-construction de ces politiques publiques, la capacité de les négocier, et puis passer du plan à l'action, et donc les mettre en œuvre. Les mettre en œuvre, c'est ça qui créera de l'impact, c'est ça qui réduira la pauvreté, c'est ça qui renforcera nos systèmes agroalimentaires et préserveront la planète. Et donc, quand on fait tout ce travail, on le fait ensemble, dans notre collectif, en mobilisant l'ensemble des acteurs et parties prenantes. Donc ce premier point de définition et surtout de mise en œuvre des politiques publiques est la première leçon qu'on peut retenir de cet après-midi. La deuxième, c'est évidemment que la mettre en œuvre, j'ai jamais vu de politique se mettre en œuvre sans un peu de finance quand même. Et donc on a un sujet essentiel sur le financement de ces politiques publiques dans le secteur agricole, dans le secteur agroalimentaire, sur l'ensemble des chaînes de valeur, et d'orienter ces financements aussi sur la question du soutien à la transition agroécologique pour plus de durabilité et d'inclusivité de nos filières. Alors évidemment, le financement des politiques publiques, c'est évidemment le financement des États, le financement de l'investissement public. C'est une grosse activité pour nous ici à l'AFD, un investissement public qui doit être concerté, discuté, qui doit faire l'objet d'échanges entre pairs, avec l'ensemble des parties prenantes, notamment les organisations de producteurs. On en parlera, j'en reparlerai et j'en dirai un petit mot.
C'est évidemment, et je crois que le DGA vous l'a rappelé à l'entame de cet après-midi, le financement aussi des banques publiques agricoles. C'est un gros sujet de rendre ces établissements en capacité de financer, de les aider à concevoir et à développer des produits financiers qui sont adaptés aux besoins des producteurs, des transformateurs et de l'ensemble des acteurs sur la chaîne de valeur. Et puis évidemment le secteur privé qui doit prendre une part importante à ce financement, et je remercie Madame Owo du groupe CIFCA pour son message tout à l'heure. Et puis il y en a un petit acteur qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est le consommateur également. Le consommateur, et sur ce sujet-là, il est important aussi de pouvoir s'appuyer sur toutes les filières du commerce équitable qui travaillent sur la performance économique et environnementale de l'ensemble de nos chaînes de valeur, et donc répondre aux attentes du consommateur. Puis le troisième et dernier point que je retiens de cet après-midi, c'est la transformation de nos dispositifs de conseil agricole. C'est un sujet très important. Moi qui suis petit-fils de paysan, j'ai souvenir d'avoir été avec mon grand-père à l'époque, amener les haricots à la coopérative Prince de Bretagne, juste à l'entrée de Paimpol. Et j'ai pu mesurer, j'étais petit à l'époque, j'étais jusqu'à sa retraite, jusqu'à mes 12-13 ans, de l'importance de ce dialogue qu'on a avec l'ensemble de toute la chaîne d'appui. Et l'importance surtout de travailler, vous avez parlé tout à l'heure, dans une logique d'adaptabilité, d'adaptation aux réalités du terrain, et d'éviter évidemment de travailler dans l'application de paquets technologiques tout faits. Il est évident que les besoins des agriculteurs bretons sont très différents de ceux de la vallée du fleuve. Et donc on ne va pas aller vendre les mêmes conseils. Et donc cette capacité à fournir un conseil agricole avisé, c'est aussi être capable de changer d'échelle et de s'appuyer sur la recherche. Et là-dessus, on compte surtout l'ensemble de nos partenaires, et évidemment avec une pensée particulière pour nos amis du CIRAD. On a besoin de connaissances, on a besoin de savoir. L'agriculture est un secteur qui est intensif en connaissances, et on a besoin de l'ensemble de nos compétences sur le sujet. Et puis enfin, rappeler le rôle des OP, pour lesquels il est nécessaire de travailler à une meilleure gouvernance de nos dispositifs de conseil. Je vais m'arrêter là, parce que je dépasse mon quota de 5 minutes. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour ces échanges. Compter sur vous pour tout ça, vous dire que vous pouvez compter sur nous aussi pour travailler sur ces solutions de long terme dans une logique partenariale. Et puis j'espère qu'on pourra vous recroiser, en tout cas la semaine prochaine, déjà, dans 2 semaines, porte de Versailles, au salon de l'agriculture, sur le stand que l'on partage avec nos collègues et amis du CIRAD. Merci beaucoup. La parole pour le dernier mot, les dernières 5 minutes, à la présidente 2024 de l'Académie d'agriculture de France, Marlène. C'est à vous. Merci. Merci beaucoup, Sandra. Bon, c'est toujours difficile à chaud d'essayer de résumer ce qu'on retient d'interventions aussi riches. Alors, je vais m'essayer à quelques flashs plus exactement. D'abord, PAPSEP a planté un décor très très bien décrit, la nécessité et l'urgence de la transformation des systèmes alimentaires au service d'une nouvelle vision qui doit reposer sur des partenariats équilibrés, si je retiens à peu près le sens de ce que tu nous as transmis, et le terrain qui doit commander les méthodes. On retrouvera ça ensuite dans ce qu'Ibrahimi nous a dit, car l'agriculture se développe dans la diversité. Ensuite, tu nous as présenté rapidement le cœur, la colonne vertébrale du plaidoyer tel qu'il est rédigé aujourd'hui, sachant qu'à la suite de cette journée, on va prendre le temps de réfléchir à tout ce qui a été dit et de voir comment le faire évoluer. Donc en fait, tu nous as appelé à contribuer et à enrichir cette réflexion inachevée. Je pense que ton message a été bien entendu quand on
fait la somme de tous les messages suivants. Ensuite, le directeur général adjoint de l'AFD nous a dit qu'au fond l'AFD était dans cette posture d'écoute sur le changement des contextes, hein, cette reconnaissance de l'intérêt mutuel à travailler ensemble, ce développement centré sur les intérêts reconnus de part et d'autre, et des changements dans le monde qui aujourd'hui, évidemment, nous obligent à nous réinterroger sur ce que sont ces intérêts des uns et des autres qui conduisent à participer à cette coopération. Je ne sais pas quel terme utiliser exactement, mais disons que la coopération est sans doute le terme à cette heure qui décrit le mieux ce qu'on a parcouru cet après-midi. Alors, il y a une demande africaine d'être un partenaire de même niveau. Je pense que désormais, il y a une demande aussi bien française qu'européenne d'être un partenaire de même niveau. Je ne généraliserai pas mon affirmation à d'autres zones du monde. Le but, c'est de donner la parole aux partenaires du côté des autres. J'ai trouvé que c'était très joli cette expression de votre schéma stratégique. Reconnaître les valeurs ajoutées locales, reconnaître et donc valoriser les valeurs ajoutées locales, et être capable de prendre en compte dans nos politiques commerciales, et ça c'est sans doute une des choses qui sera le plus difficile à faire, prendre en compte dans nos politiques européennes, notamment que ce soit de déforestation ou des standards différents. Hein, donc ça suppose de revisiter ces politiques européennes ou au moins leurs modalités d'application. Et puis cette ouverture sur le fait que ce qu'on appelle l'intérêt de la France, hein, l'intérêt à agir dans une coopération, n'est pas forcément un intérêt monétaire immédiat, mais peut être un intérêt de partage de valeurs, peut être un intérêt de stabilité du monde, peut être un intérêt de fixation du nord et du sud de la Méditerranée. Bref, penser ce qu'est l'intérêt d'un pays en différents termes, et pas seulement des termes directement dollarisés. Ensuite, Patrick Caron, qui a été notre animateur bienveillant et alerte de toute l'après-midi, a donné le ton des 2 tables rondes, puisqu'il nous a dit que l'objectif était de donner la parole et d'écouter, avec quelques convictions quand même en base, hein, parce qu'on peut écouter, mais on n'est pas n'importe où. Les Afriques sont en transformation, les Europes aussi. Remettre en cause la relation donateur-bénéficiaire, repenser autrement les formes partenariales, et puis le fait que les systèmes alimentaires sont un élément central de la construction de l'avenir. Pourquoi ? Parce que les systèmes alimentaires, c'est l'emploi des jeunes. Si les jeunes veulent bien être intéressés par l'agriculture, et notre collègue camerounais était particulièrement pertinent, me semble-t-il, sur ce sujet-là, parce que les systèmes alimentaires, c'est se nourrir, parce que les systèmes alimentaires, c'est un monde rural vivant, et donc un tissu d'un pays qui est dense et qui tient. Alors nos 3 orateurs suivants, Alain Traoré, Madou Sissoko et Marie-Noëlle Reboulet, au fond, ont porté des diagnostics différents mais complémentaires sur l'importance des systèmes alimentaires et le pourquoi des transformations. Ils sont d'accord sur quelques points. L'intensité de ce qui est en train de se passer. Alors je ne sais pas si on appelle ça transition, comme nous suggérait notre collègue Rassoin, ou transformation. Il faudra qu'on voit quel vocabulaire on stabilise. Mais ils étaient d'accord aussi sur les tensions à organiser. De fait, il y a tension entre souveraineté et partenariat, mais aucun pays ne peut être fermé. Donc, il faudra donc prendre en compte les différentes manières d'organiser ces tensions. Ils sont, eux comme les personnes qui ensuite ont posé des questions, ont cité l'importance des chaînes de valeur, l'importance de la nutrition, l'importance de soutenir des initiatives de la jeunesse. Hein. Quand on parle Afrique, on parle d'une population beaucoup plus jeune que chez nous. Évidemment, quand on parle Europe, notre problème va être un peu miroir. Et le fait que les progrès des 2 continents sont liés. Le fait qu'il ne suffit pas d'écrire des stratégies ou des politiques, mais aussi penser à la mise en œuvre. Et donc, on en a reparlé à la fin, hein, au financement de la mise en œuvre et aux modalités de la mise en œuvre. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Esther Duflo qui écrivait récemment « Il faut expérimenter et évaluer avant d'adopter des politiques et des programmes à grande échelle ». C'est-à-dire oui pour les projets et programmes, mais avant d'en faire des choses nationales, continentales ou intercontinentales, les expérimenter et les évaluer. Et j'ajouterai, après avoir entendu
l'intervention de PAC, il faut non seulement les expérimenter et les évaluer, mais d'abord les co-construire. Peut-être qu'il faut aussi qu'on retienne ces éléments dans nos conclusions. Alors les 4 témoins sur les modalités de partenariat, Sidi Mohamed Sek, Pierre Blaise Angot, Getachew Diriba, je ne sais pas trop comment on prononce son prénom, Laetitia Ouo, en fait ont été extrêmement bien choisis parce qu'ils avaient tous des points de vue d'où parles-tu, hein. Ils parlaient de 4 postures différentes. Alors, j'ai retenu quelques mots de leur présentation. Rester en posture d'accompagnement quand on est dans la situation par exemple, de l'AFD, mais d'autres structures. Celui qui accompagne ne doit pas passer devant. Je trouve que c'est très bien illustré. Le partenariat se fait dans un nouveau contexte. Eh bien, il faut simplement savoir se respecter les uns les autres, mobiliser les ressources et les compétences humaines locales, savoir les faire contribuer. S'écarter de la logique des recettes, ça m'a rappelé pas mal de choses. De fait, la posture de l'agronome est remise en cause partout dans le monde. Apprendre à raisonner les systèmes. Et quand je parle d'agronome, je pourrais parler de médecins aussi. Hein. Je veux dire, ils ne sont plus là pour donner un antibiotique, mais aussi pour comprendre l'état de santé général. Hein. Les nouvelles approches dans les différentes disciplines sont en train de changer, sont plus compliquées d'ailleurs à assumer. Il faut redonner une couleur à ce métier d'agriculteur dont l'image est dégradée. Effectivement, pour attirer la jeunesse, il faut donner de la couleur. Hein. Je pense que les agriculteurs dans la salle ne pourront pas ne pas être interpellés, à défaut d'être d'accord. Il faut donner de nouveaux rôles aux acteurs de l'agro de l'industrie. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est cet exemple que donnait notre collègue sur la surveillance des forêts. Eh bien oui, l'agro-industrie s'intéresse à la surveillance des forêts. Je pense que vous avez montré par là l'ouverture nécessaire de nos secteurs. Alors la balle est d'abord dans le camp des pays, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'ils aient formalisé leur politique, formalisé leurs objectifs, avant qu'on puisse venir pour accompagner ces objectifs. Et il faut penser au coût de la mise en œuvre des recommandations. Les compétences techniques, maintenant, ne sont plus des compétences ponctuelles, mais des compétences méthodologiques pour permettre aux acteurs de raisonner les changements de système. Et il faut impliquer à la fois le secteur public et les secteurs privés si on a l'ambition d'agir à l'échelle d'un pays. J'ai inversé un peu parce qu'Ibrahim Hassan Mayaki devait intervenir à ce moment-là. Et je trouve qu'il m'avait envoyé son projet d'intervention et il a complètement changé son intervention, mais avec un regard qui, me semble-t-il, nous a apporté beaucoup en vous écoutant. Il s'est dit, un constat, le monde change. Sa citation du philosophe espagnol pour dire quelquefois on s'adresse à des changements ponctuels, ben là non, on s'adresse à un changement global. Le monde est en train de changer, donc ça suppose de réfléchir autrement. Au lieu de chercher des solutions à des questions ponctuelles, il faut penser avec une approche beaucoup plus ouverte pour préparer le long terme, et d'où cette idée d'introduire la prospective, parce que des redéfinitions s'imposent, il y a des redéfinitions nous sont imposées par la base. Les jeunes veulent des résultats immédiats. Alors c'est amusant parce qu'il a participé au processus de Kampala, la déclaration de Kampala adoptée par les chefs d'État très récemment, en janvier, hein, en Afrique, donne un cadre extrêmement sérieux, très bien décrit sur les années qui viennent, mais il a raison de dire qu'il faut sans doute le long terme, et enfin on a besoin de la vision de long terme, mais les jeunes veulent des résultats plus concrets et immédiats, donc il faut aussi prendre en compte cette échéance immédiate à respecter. Alors nous sommes présentés, c'est amusant, dans la bouche de notre collègue et ami, comme une minorité active, ouverte à un diagnostic flexible dans un monde qui change. Donc notre petit groupe de réflexion, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'en fait, on a envie on voit bien qu'il faut changer les choses. Je veux dire, on a partagé le constat qu'on ne pouvait pas continuer comme avant. On a partagé le constat que c'est vraiment le monde qui change. Et donc, il faut se réinterroger sur toutes les compétences. D'où le fait qu'on a fait travailler les jeunes. Hein. On a eu une centaine de jeunes qui ont travaillé sur notre plaidoyer, quand même, grâce à l'Institut Agro à Montpellier et grâce à l'IAM. Donc les jeunes, ça rappe. Hein. On ne peut pas dire qu'ils nous aient dit que des politesses. Et je remercie d'ailleurs ces jeunes qui se sont engagés dans cette réflexion de fond. Alors il a reconnu que Kampala est quand même une étape importante, parce que quand les chefs d'État reconnaissent que les systèmes alimentaires sont au cœur de la transformation de l'Afrique,
Pourquoi? Du fait des effets sur l'emploi, des effets sur les relations rural-urbain, des effets évidemment sur l'alimentation et la santé, des effets sur la croissance. Donc Kampala a reconnu à l'échelon, disons, institutionnel que les systèmes alimentaires étaient au cœur du développement à venir de l'Afrique. Alors il nous a aussi dit que les destins des deux continents sont liés, on en est conscient, je pense que sinon notre groupe n'aurait pas été aussi convaincu dans son approche, et que pour qu'on puisse avancer à petits pas, il faut d'abord avoir construit une vision commune. La construction d'une vision commune long terme est essentielle quand le monde change radicalement, et c'est bien l'hypothèse, je pense, que nous partageons avec lui. Alors, comment mobiliser la science et l'innovation, comment mobiliser le marché, comment penser les migrations autrement. Les migrations ne sont pas une invasion, les migrations ne sont pas une fuite. C'est-à-dire comment poser cette question commune et comment la gérer ensemble. Et si nous nous focalisons sur le long terme, de fait, nous pouvons donner confiance. Parce que parler des migrations à court terme, c'est terrible, c'est terriblement réducteur. Parler de l'Afrique qui est jeune et de l'Europe qui vieillit, parler des capacités dont nous aurons besoin, parler des échanges, des nécessaires échanges autour de la Méditerranée, parler des changements environnementaux et climatiques, ça nous permet de construire la confiance et donc de construire peut-être des solutions sur ces thèmes difficiles, particulièrement dans le débat public dans nos pays aujourd'hui. Alors Patrick a à chaque fois fait ressortir un certain nombre de choses. Les moteurs de la coopération changent. Il faut créer une intelligence collective pour refaire le monde. On n'a pas de recette, on est dans une situation qui est inédite. On n'a jamais connu une situation de ce type-là, avec une population africaine qui croît à cette vitesse, avec une population européenne qui vieillit à cette vitesse. Alors comment construire ce monde commun? Comment reconnaître qu'il y a des interdépendances et des intérêts communs? Reconnaître aussi qu'on a des intérêts divergents. Reconnaître que l'isolement serait la pire des solutions. Et malheureusement, ça traîne un peu dans l'air. Donc c'est aussi notre rôle à nous de réaffirmer ces évidences. Qu'il y a beaucoup d'expériences de terrain à analyser, beaucoup de connaissances à construire à partir de ces sommes d'expériences de terrain. Et ce que nous a proposé comme échantillon aujourd'hui l'AFD était remarquable. Merci à nos collègues d'avoir choisi ces personnalités aussi différentes et ces exemples aussi différents. Comment articuler l'action locale, l'action globale, et puis avec toutes ces structures intermédiaires qu'il nous faudra mobiliser, et comment penser ce cadre général à partir d'un certain nombre d'éléments, et puis à partir de ce cadre général, de réfléchir à nos avenirs communs. Alors je voudrais donc dire qu'on en retient une chose, c'est qu'il faut penser long terme pour agir court terme. Et je vais finir par cette vraie-fausse citation de Lénine. Je ne sais pas quelle est sa valeur littéraire, mais en tous les cas, elle était particulièrement bienvenue. C'est notre ami Ibrahim Mayaki qui l'a énoncée, sans affirmer d'où elle venait, bien sûr. L'Afrique est le futur de l'Europe. C'est quand même, je ne sais pas Michel, si pendant ce temps-là, tu as interrogé le chat, avec le chat GPT pour savoir. D'accord. Mais tes lectures, d'accord. Et pour conclure, comme mon collègue de l'AFD, je voudrais remercier toutes ces personnes qui ont permis cette discussion d'aujourd'hui. Et permettez-moi de remercier l'AFD, puisque vous n'avez pas pu trop le faire, de vous remercier, de remercier l'AFD, de remercier non seulement pour l'accueil d'aujourd'hui et l'organisation d'aujourd'hui, mais surtout pour la co-conception de cette demi-journée, la co-organisation. Remercier le directeur général adjoint, vous remercier évidemment, mais remercier aussi plus particulièrement le département agriculture, développement rural et biodiversité, avec Sandra. Je ne sais pas si Mathieu a pu, il ne pouvait pas être là, mais il était en mission, mais je ne sais pas s'il a pu nous écouter à un moment ou à un autre. Enfin, tous nos collègues du département agriculture, développement rural et biodiversité. Remercier mon co-animateur, co-président, je ne sais pas quels sont nos titres, Pape Sec, parce qu'à notre tour, nous étions honorés et heureux que tu aies accepté cette coprésidence et que tu aies aujourd'hui, je pense, apporté beaucoup au débat par ton expérience et ta sagesse. Remercier le groupe de travail, Marie Delattre-Gasquet, Bernard Hubert et Guy Fradin, ça c'est nos piliers. Remercier Jacques Brulé, Philippe de Guénin, Patrick Caron et Michel Eddy, qui tous ont contribué à la rédaction
de ce projet de plaidoyer qui va changer, remercier tous les intervenants et remercier tous les confrères et consoeurs de l'Académie d'agriculture de France qui ont contribué à faire mûrir ce plaidoyer et que pour plusieurs d'entre eux nous ont fait des suggestions qui ont été reprises dans le projet tel que vous l'avez lu aujourd'hui. Je vais conclure par un grand merci à Michel, à Mathieu Legris, à Sandra Rullière et à Patrick Caron qui ont permis à l'architecture de cette journée de tenir debout. Merci à tous et bonne soirée.